Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau. Et dirigée par Alain Brun. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Déjà paru. Annick Lasalmonie, du procès social à l'eugénisme moral 2010. Jean-Max Ferret, parents alloués pour enfants fous. Récit des familles thérapeutiques 2010. Patrick Pipet sauter une classe entre mythe social et faille narcissique 2010. Jean Cassana, les descriptions du processus thérapeutique 2010. Michel Lemonnier, le psychologue du travail. Un agent du changement dans la société 2010. Samuel Gonzalespuell, l'approche thérapeutique des déficiences intellectuelles sévères et profondes. Perspective institutionnelle 2010. Huguette Caglar, les familles monoparentales 2010. Frédéric Brissot, pour un renouveau de la psychothérapie. Mutation 2010. Ahmed Channouf, les freins invisibles à l'égalité des chances 2010. Pascal Coulon, les groupes d'entraide. Une thérapie contemporaine 2009. Samuel Gonzalespuell, comprendre les déficiences intellectuelles sévères et profondes. Approche diagnostique et évolutive à l'âge adulte 2009. Claire Mess, absence du père et séparation 2009. Charlotte Marciassi, production graphique et clinique infantile 2009. Lucien Tenenbaum, la dépression une épreuve moderne 2009. Luc Van Dendrich, l'enfant parallèle 2009. À la mémoire d'Anne Hébert, de Claude Jutras et de Nelly Arcan. Remerciements. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du groupe TAMBOUR, Monique Lévesque, psychologue psychanalyste et Jean-Émile Verdier, historien de l'art, pour leur appui et leur sollicitude pendant l'écriture de cet essai. Je remercie également et non moins chaleureusement Marie-Françoise Elcoury et Daniel Monast, psychologue psychanalyste, Denise Noël et Michel Peterson, psychanalyste, Louise Sauvé, infographiste et artiste, François Tassé, comédien, Catherine Djerkovitch, cinéaste, ainsi que Louise Lemire, sociologue à la direction de santé publique de Lanaudière. Mes remerciements vont aussi aux enfants et aux adultes qui m'ont livré leurs témoignages, ainsi qu'au Conseil des Arts du Canada pour sa contribution financière. Introduction. J'ai le sens du sacré mais je ne crois pas en Dieu. Marcel Camus. Faire entendre les résonances imaginaires et symboliques des récits de vie des adolescents qui se sont enfuis dans la rue, de ceux qui se sont retrouvés enfermés avec leurs amis dans un gang de rue, ou de celle qui s'est laissée violer par les jeunes voyous des gangs criminalisés, tel est le propos de cet essai 1. L'errance de ces enfants, aussi bien dans leur famille, à l'école que dans la rue, se donne ici à entendre et à voir comme autant de signes palpables, percutants, violents, de la débâcle des repères du sujet qui affecte la jeunesse des pays développés. Cette errance est effectivement révélatrice de la mutation anthropologique dans la constitution du processus d'individuation dont parlent les analystes du lien social de notre monde postmoderne. Je réfère ici plus particulièrement aux travaux sur la condition subjective dans la postmodernité que font Olivier Douville, Dany Robert Dufour, Marcel Gauchet et Jean-Pierre Lebrun. Il s'agit d'une mutation anthropologique qui s'explique d'abord, selon ces analystes, par le rejet historique des figures de l'autre, ce lieu tiers de la parole et ce lieu du tiers qui nous introduit toute notre vie durant au travail de subjectivation, c'est-à-dire l'instance par quoi s'établit pour le sujet son antériorité fondatrice et la possibilité d'un ordre temporel, et qui se manifeste dans les différentes formes de rupture qui apparaissent dans les rapports entre les générations. Avec la disparition des grands récits de légitimation qu'étaient le récit religieux et le récit politique jadis transmis à travers l'école, les adultes ne savent plus au nom de qui et de quoi ils peuvent faire la morale aux enfants d'aujourd'hui, s'exclame Dufour dans son analyse de la condition subjective dans les sociétés démocratiques 3. De leur côté, les enfants vivent sous l'emprise du regard des adultes qui ont peur de leur transmettre l'historicité du savoir au sujet des grands récits fondateurs de l'Occident ou d'ailleurs. De ces adultes qui, selon Lebrun,
ne se sentent plus légitimés d'occuper pour eux le temps nécessaire à la subjectivation, la place d'exception 4. Comment les jeunes peuvent-ils alors avoir une prise sur leur destin s'ils sont en outre contraints de vivre dans une démocratie en crise qui, selon Gaucher 5, est elle-même entraînée dans la poursuite infernale d'un leurre de liberté sans pouvoir? Une démocratie où les individus sont intronisés maîtres d'eux-mêmes, précise ce dernier, et où, constate par ailleurs Dufour 6, les individus sont sommés de se faire eux-mêmes parce qu'aucune antécédence historique ou générationnelle ne s'adresse ou ne peut plus légitimement s'adresser à eux. Comment ces jeunes peuvent-ils alors s'inscrire comme sujet face à la question de l'origine ou à celle de leur destin? À quelle instance peuvent-ils se référer quand l'école n'assure plus sa fonction éducative et n'étaye plus la fonction symbolique de l'autre? Parce qu'ils sont en situation de dépendance, ce sont évidemment les adolescents qui sont les plus vulnérables à cette carence du rapport à l'autre, à cet affaissement du symbolique qui caractérise la société postmoderne et dont les manifestations les plus bouleversantes sont les pratiques de rupture et d'exclusion que l'on observe dans certaines populations de jeunes. C'est pourquoi, nous disent les analystes de la mutation du lien social, la conjonction de phénomènes psychopathologiques tels que les violences adolescentes, la toxicomanie, l'errance, l'anorexie et la boulimie massive, la dépression et l'attaque de panique qui apparaissent chez certains jeunes doit être envisagée en fonction de ce rejet du lien à L', autre et plus spécifiquement à partir de la place singulière que peut occuper un sujet dans sa lignée et dans sa communauté, au regard de cette instance tierce qui nous fonde individuellement et collectivement. Si les jeunes itinérants et délinquants des gangs de rue que j'ai rencontrés clamaient leur désaccord avec les formes de solidarité sociale et familiale qu'on leur proposait, ils me laissaient tout de même entendre quelque chose du chant d'une quête du sacré, d'une interrogation sur le sens de leur vie, de la vie qui cherchait à se faire reconnaître malgré tout. C'est-à-dire par-delà les échos de la souffrance, du désarroi, de la révolte, de la honte ou de la culpabilité qui formaient la trame de leur témoignage, ils me laissaient entrevoir leur désir de vivre au lieu de s'enlever la vie, de connaître leurs origines même s'ils ne se reconnaissaient plus de milieu d'appartenance, de se faire reconnaître par un adulte même imaginaire, agir comme un citoyen pour ne pas se laisser emporter par la folie, de faire connaître la qualité de leurs sentiments nationalistes, de vaincre le père de la horde, de comprendre le sentiment de honte qui les habite. Dans la première partie de cet essai, je reconstitue la trajectoire de vie des 10 jeunes que j'ai rencontrés d'abord à partir des points de rupture relatifs à la possibilité de leur appartenance à un milieu familial et socioculturel sécurisant. Ces ruptures apparaissent sous les différentes formes compris le nomadisme, le leur ou celui de leur famille, la monoparentalité, la pauvreté matérielle ou le décrochage scolaire dans leur trajectoire de vie. Comment la famille ou l'école peuvent-elles représenter un port d'attache, un lieu de transmission de valeurs rassurantes et stimulantes lorsque l'enfant est entraîné malgré lui dans la course folle de parents cherchant à colmater leurs souffrances, leur manque à être, ou que les supports pédagogiques et psychologiques ne peuvent plus contenir l'excès des déviations où ont été plongés parents et enfants? Ces enfants sont à la fois hors normes et hors la loi. Au-delà de ces ruptures dévastatrices s'échelonnant dans le temps et dans l'espace, c'est ensuite la portée de leur exclusion sociale et subjective que j'investigue. Ces jeunes sont partis dans la rue parce qu'ils étaient à la recherche d'une place, d'un lien qu'ils n'ont pu nouer dans leur famille et à l'école, et pour essayer de faire entendre ce qui ne se dit pas, comme disent les psychologues qui interviennent auprès des jeunes itinérants. J'ai tracé le portrait de chacun de leur parcours de vie en posant la question de la possibilité de leur inscription comme sujet appartenant à une famille, à une école, à un groupe de pairs et plus fondamentalement à la communauté des humains, c'est-à-dire à un ensemble transsubjectif 7, lorsque le travail de subjectivation à l'œuvre dans les rapports sociaux est entravé par la carence du rapport à l'autre. Dans la deuxième partie, je mets l'accent sur la perception des gangs de rue par les intervenants, par des élèves de secondaire 3 et des jeunes qui fréquentent des maisons de jeunes. Je constate que c'est aux contradictions essentielles que contient notre violence en tant que sujet, que sont confrontés quotidiennement les intervenants auprès des délinquants des gangs de rue. Ce sont ces contradictions qui s'étalent dans leur imaginaire, à propos des activités des gangs de rue. Et c'est la portée de cette violence singulière qui détermine l'impératif des actions de prévention et de réinsertion sociale qu'ils ont la charge de mettre en œuvre. Du côté des élèves,
Cette violence est appréhendée comme s'il s'agissait d'un mauvais sort dont les jeunes de gangs de rue seraient victimes. Outre la question de la violence, le problème des gangs de rue renvoie implicitement au problème relatif à la consommation de drogue et à la prostitution des adolescentes. Je présente dans ce contexte le témoignage d'une jeune fille qui, durant son adolescence, se livra au viol et à la prostitution pour un gang de rue. Ces paroles sont particulièrement exemplaires de l'effet de terreur provoqué par l'emprise de cette dimension de la chose, de cet innommable au cœur de la psychanalyse lacanienne. Ce qui fait évidemment retour dans ce contexte, c'est la question de l'image du corps mais cette fois articulée à celle de la rue. L'image de la rue devient métonymiquement tout autant l'enveloppe de l'image de leur corps troué par leur signifiant en souffrance, que celle des repères identitaires dont ils n'ont pu reconnaître l'écho dans le discours des gens de leur lignée, ou encore, la place qui aurait dû leur être signifiée dans la chaîne des générations dès leur naissance. Les jeunes itinérants et les jeunes de gangs de rue ont en commun d'avoir expérimenté dès leur adolescence un usage très singulier de la rue. La rue n'est pas seulement pour eux qu'un lieu de passage d'un endroit à l'autre comme elle est censée l'être pour eux, ou pour chacun d'entre nous dans le discours urbanistique. Non. Ils la pratiquent subjectivement. Lorsque ces jeunes prennent la rue, en déambulant, en squattant, en taguant, en s'y dissimulant, en vociférant, en se libérant ou en s'enfuyant, ils la pratiquent en construisant, dirait Michel de Certeau, des récits d'espace à même les représentations de la mutation physiologique et psychologique souvent mortifère qu'ils vivent, au sens propre et au sens figuré, au moment de la traversée de ce difficile passage qu'est l'adolescence. Ces jeunes prennent la rue comme un tout en acte où ils cristallisent le manque qu'on les oblige à accepter, sans toutefois leur donner accès à l'idée de la négativité qui les constitue comme sujet. Première partie, qui va à la chasse perd sa place. Tu te gèles tellement que le lendemain tu te réveilles, et tu regardes les buildings puis, c'est chez vous là. T'es dans la rue puis c'est chez vous. Tu as commencé à te former un monde autour de toi, et à l'accepter. Tu sais, l'humain s'adapte à son milieu. Je croyais entendre la voix de Dostoïevski, lorsque celui-ci clamait que l'homme s'habituait à tout. Non. Cette voix était celle d'un jeune itinérant qui avait choisi de se prénommer Cédric VIII pour témoigner de son parcours. Cédric n'était pas un joueur compulsif comme son célèbre prédécesseur, mais un jeune en manque de figure identitaire, de figure réparatrice. Il ne manquait cependant pas d'amis avec lesquels il se droguait pour protester contre la bêtise humaine, pour essayer de survivre sans ce père et cette mère imaginaire qui auraient donné un sens aux règles sociales auxquelles il se confrontait à l'extérieur de sa famille, ou pour entendre cette petite voix qui lui montrerait comment le faire. Le ponctuant de son discours était doux et chantant, peu importe. Me lançait-il à certains moments d'une voix tranquille, tel notre survenant, le grand dieu des routes de Germaine Guévremont, lorsqu'il essayait de me dire quelque chose dont il ressentait l'horreur mais qu'il aurait voulu énoncer avec des mots de tous les jours, des mots moins tranchants. Comme pour ne pas me faire peur ou faire peur au monde. Il m'avouait qu'il avait cherché la mort dans la drogue, et qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide. 5 de ses amis y étaient finalement passés. Mon meilleur ami s'est suicidé avec sa blonde. Il a fait un pacte de suicide. L'hostile monde a eu le dessus sur lui. C'était un gars qui était quand même assez fort psychologiquement. Je pensais pas qu'il aurait baissé les bras. C'est pas le seul que j'ai perdu depuis l'année passée. J'ai perdu 5 chums en tout. On avait fait nos 1001 coups ensemble. On avait tout découvert ensemble. À part ça, aujourd'hui, je trouve pas que c'est lâche mais ça m'a écrasé, ça m'a remis en question. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'en bave autant pour pouvoir m'en sortir? Cédric m'expliquait alors qu'il n'était pas un mouton, je veux faire changer les choses. Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passent dans ma face. Puis ça me dérange. Ça ne me tente pas de me fermer la gueule puis de rentrer dans le moule, et de me laisser diriger ma vie par d'autres. Au moment de ma rencontre avec lui dans la maison d'hébergement pour jeunes en difficulté où il résidait depuis près d'1 an, Cédric avait accepté de se faire entendre clairement même si l'envie de fuir et d'oublier tout ça semblait le tenailler encore. Conditions et contraintes de la maison d'hébergement pour jeunes oblige, Cédric devait encore faire face aux croix ou meurtres de ses parents mormons. Ainsi, il acceptait de faire comme si et de se placer dans des ornières comparables à celles des commandements de l'Église mormone que lui avaient énoncés ses parents.
J'ai été baptisé dans les Mormons mais je ne suis pas pratiquant. Comme des milliers d'autres jeunes d'ici 9, à 15 ans Cédric s'est retrouvé dans la rue à Montréal à vendre de la drogue. Je me suis retrouvé dans la rue parce que je me gelais. Je me gelais pour pas voir toutes ces affaires-là. Je voulais passer à côté sans voir tout cela. Puis je me suis retrouvé plus creux que je pensais. À 16 ans il était devenu danseur nu. J'aimais mieux travailler que quêter. À 16 ans tu n'as pas droit à l'aide sociale, m'expliquait-il. Il est resté dans la rue pendant près de 2 ans. Il était parti à Montréal croyant trouver de l'aide, une place où on aurait pu l'aider. Personne ne voulait de moi. Ni mon père ni ma mère, concluait-il très sérieusement. Cédric venait d'avoir 19 ans quand je l'ai rencontré. Il est issu d'une famille mormone dont les 2 parents scolarisés gagnent très bien leur vie. Son frère et lui ont été élevés selon les préceptes de cette religion. Il en garde le souvenir des interdits, de la difficulté à avoir du plaisir, des sorties en famille longues, ennuyantes et coûteuses. Ses parents lui ont souvent répété qu'il était intelligent. Je n'ai jamais été calé par mes parents. Son frère et lui étaient très jeunes lorsque ses parents se sont séparés. Il réussissait à l'école, mais le bruit du caquetage et du niaisage qu'il y entendait l'impatientait au-delà du supportable, disait-il. Ainsi, il a quitté l'école avant de terminer son cours secondaire. À 14 ans, il a commencé à consommer de la drogue et à se tenir avec sa gang d'amis. Il volait ses parents pour consommer. Un soir, alors qu'il entrait sous à la maison, son père l'a finalement jeté dehors. En vain, ses parents avaient fait plusieurs démarches pour l'aider à se désintoxiquer, à se réhabiliter à leurs yeux. Il fut souvent renvoyé, chassé des lieux d'accueil où ses parents le plaçaient. Il continuait à voler pour consommer. De guerre lasse, ses parents l'avaient fait enfermer dans un centre d'accueil à haute sécurité. Une sorte de prison pour jeunes. Personne ne mérite de se faire enfermer quand il est mineur. Ça dépend. Si tu as tué ta mère. Mais moi, c'était rien de grave. Mes parents ne voulaient pas me prendre, et je voulais rien savoir d'un travailleur social. La minute qu'il m'a mis en centre d'accueil, je ne l'ai plus revu. Il voulait la paix. Au bout d'1 an, Cédric quitta la région et s'enfuit dans la rue à Montréal. Outre 2 jeunes des gangs de rue, Cédric est l'un des 8 jeunes itinérants qui témoignent ici. Ces derniers disent qu'ils sont partis dans la rue, volontairement ou sous la contrainte. Cédric avait 15 ans, Isabelle 14 ans, Jacob, Jesse James et Julie 17 ans, Pacha et Sébastien 16 ans et René 20 ans. Cédric et René disent qu'ils avaient choisi de partir dans la rue pour découvrir un autre monde, pour fuir leur famille ou leur mère, ou comme me l'avouait René pour croire qu'il était un chaman. Ces derniers étaient pour ainsi dire dans la chasse active alors que d'autres, comme Jesse James, Isabelle, Pacha, Sébastien, Jacob et Julie ont été contraints de partir à la chasse. Ils ont été contraints à l'errance ou à l'itinérance. Jesse James fuyait un père dérangé qui se prenait pour Dieu, et Isabelle, un beau-père abuseur qui l'a violée depuis l'âge de 8 ans. Pacha et Sébastien ont été obligés de laisser leur place à un beau-père qui ne les supportait pas. Jacob est psychiatrisé depuis l'âge de 18 ans, et n'a pas vu sa mère depuis qu'il a 14 ans. Il s'est retrouvé dans la rue après une fugue au cours de laquelle il avait entraîné son jeune frère. Julie a dû fuir avec ses 2 enfants, un mari qui la battait. Tous ces jeunes, sauf Isabelle, ont plus ou moins eu des problèmes de consommation de drogue. Cédric, Isabelle, Jacob, Jesse James et Sébastien ont fait des tentatives de suicide. Mise en perspective avec les idées de mort qui surgissent inévitablement durant le passage dans l'adolescence, et qui s'entendent, comme le dit Françoise Dolto-Dis, comme une forme métaphorique du suicide puisqu'il faut que l'adolescent meure à un mode de relation d'enfance, nous verrons que les tentatives de suicide de ces jeunes itinérants sont non seulement directement articulées à leur exclusion de leur milieu familial mais elles doivent être appréhendées, selon la psychanalyste Monique Lévesque-11, comme un symptôme renvoyant à un moment de destitution subjective très archaïque où le sujet suicidant traverse un espace et un temps de vide et de manque, le réel de l'espace de l'objet A dans la théorie lacanienne, dont l'horreur est insoutenable, irreprésentable et imprononçable, sinon comme un douloureux cri muet qui est celui de la voix en tant que premier objet pulsionnel. Ce qui est à interroger, dans ce que les intervenants qualifient de tentative suicidaire,
c'est bien plus la place d'altérité occupée par les parents et les praticiens de la santé et des services sociaux dans leur rencontre avec ces jeunes, qu'ils désignent comme étant des jeunes en difficulté, que la possibilité de l'éradication des conduites suicidaires chez les jeunes. Les témoignages de ces jeunes nous disent ce qu'il en est pour eux, dans leur famille et à l'école, de la représentation de cette place, de cette nécessaire altérité, c'est-à-dire du rapport à l'autre et plus fondamentalement du rapport à l'autre qui les constitue comme êtres parlants. David et Provoque, les deux jeunes de gang de rue, ont toujours vécu avec leur famille bien qu'ils aient fait un séjour en centre d'accueil. Au moment de notre rencontre, David avait 20 ans et Provoque 18 ans. À 14 ans, David avait formé avec ses amis un gang qu'il nommait les Woody Fresh. Ceux-ci portaient des bandeaux blancs et consommaient de la drogue. Quelques années plus tard, le groupe décidait de se rallier à un vrai gang de rue de Montréal. David venait de se faire expulser de l'école et dit qu'il souffrait de cette solitude forcée. Provoque déclare, lui, qu'il s'est laissé prendre par les belles paroles des gars d'un gang de rue de Montréal. Il avait 13 ans et il en avait assez de se faire battre par des membres de gangs de rue. J'avais besoin tout de suite de moyens de protection, explique-t-il. Il était devenu le fournisseur de drogue de son école. L'expression jeune en difficulté, comme celle d'ailleurs de jeunesse à risque, fait partie du vocabulaire théorico-pratique des fonctionnaires de l'État qui veulent désigner cette jeunesse qui fait peur au monde et qui, par conséquent, doit être réformée ou protégée contre elle-même ou les autres. Ces fonctionnaires sont des intellectuels organiques, comme les identifiait jadis Gramsci, pour parler de ceux qui se font les porte-paroles des dictates de la société politique. Qu'en termes élégants les choses sont dites quand il s'agit de faire croire à l'objectivité et à la scientificité d'un discours sur l'autre. Les jeunes itinérants et délinquants des gangs de rue que nous avons rencontrés sont certes en difficulté, mais ce sont d'abord des exclus au sens où les sociologues Vincent de Goljac et Tabaoda Leonetti XII réfèrent à la notion d'exclusion sociale pour analyser ce qu'ils nomment la lutte des places reliée au phénomène de désinsertion sociale que connaissent les travailleurs, les chômeurs et les assistés sociaux en quête de statut, d'identité, de reconnaissance et d'existence sociale. La place sociologique de ces jeunes est celle de la marginalité qui leur tient lieu de refuge, de gîte, de foyer, ou pire encore de milieu d'appartenance. Est-ce à dire que, parce que cette jeunesse aurait par trop chassé hors des sentiers battus, elle aurait perdu la place qui lui était assignée dans le cadre des programmes des décideurs gouvernementaux, ceux-là même qui veillent à son adaptation à l'ordonnancement idéalement linéaire de son développement dit normal ? Oui, ces enfants sont des exclus au sens sociétal du terme, mais la question n'est-elle pas plutôt de savoir de quel manque au juste cette place est la représentance dans l'ordre symbolique ? Depuis près d'une dizaine d'années, des spécialistes de l'analyse de l'être ensemble dans les sociétés postmodernes mettent au jour les arêtes historiques, politiques et philosophiques du malaise sociétal généralisé dans lequel nous vivons depuis les grands bouleversements des États-nations du siècle dernier 13. Nous référons ici plus spécifiquement aux études d'Olivier Douville, de Dany Robert Dufour, de Marcel Gauchet et de Jean-Pierre Lebrun qui révèlent ce faisant que les phénomènes psychopathologiques qui apparaissent dans l'occupation singulière de la place du sujet dans les sociétés démocratiques, violence adolescente, toxicomanie, errance, anorexie et boulimie massive, dépression, attaque de panique, sont en somme des pratiques de rupture, d'exclusion, de rejet du lien à l'autre que l'apostrophe. On observe plus particulièrement dans certaines populations de jeunes d'aujourd'hui. Effectivement, les jeunes itinérants de même que ceux des gangs de rue que j'ai rencontrés clamaient bien haut leur désaccord avec les formes de solidarité familiale ou sociale qu'on leur proposait. Avec ceci, nous pénétrons au cœur des contradictions et du dispositif structural qui constitue le sujet dans le lien social, c'est-à-dire dans ce que Douville XIV appelle la mélancolisation du lien social pour parler des problèmes que pose l'impossibilité du nécessaire travail de symbolisation du lien social. Leur itinérance, leur errance, leur passage dans les gangs de rue ou leur fascination pour l'argent sont bien à mettre au diapason du malaise que traverse notre monde aux prises avec la difficulté de reconnaître et de s'opposer à ce qui fait loi dans nos liens d'appartenance à une famille, à une communauté. En d'autres termes, notre monde postmoderne freine nos mouvements d'identification à ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire à la différence ordinaire et fondamentalement au manque qui nous constitue comme sujet humain. Et pourtant,
Constate Douville, nos sociétés industrielles mondialisantes reconnaissent bien que l'excessive fraternité de tout commerce du même ou même empêche toute solidarité. 15. Ces jeunes sont à la fois en rupture et en quête de sens. 1. Les ruptures dévastatrices. Lorsqu'il est envisagé et entendu en termes de temporalité et de déplacement, le récit du parcours de vie de ces jeunes itinérants et de ces jeunes de gangs de rue donne à voir des points de rupture percutants quant à la possibilité de leur ancrage dans un milieu familial et socioculturel sécurisant. Ces ruptures apparaissent sous les différentes formes compris le nomadisme, le leur ou celui de leur famille, la monoparentalité, la pauvreté matérielle ou le décrochage scolaire dans leur trajectoire de vie. Comment la famille ou l'école peuvent-elles représenter un port d'attache, un lieu de transmission de valeurs rassurantes et stimulantes lorsque l'enfant est entraîné malgré lui dans la course folle de parents cherchant à colmater leurs souffrances, leur manque à être, ou que les supports pédagogiques et psychologiques ne peuvent plus contenir l'excès des déviations où ont été plongés parents et enfants? Ces enfants sont-ils hors normes ou hors la loi? La famille de Jesse James, Cédric, Jacob, Julie, Pacha, Sébastien et René a effectué des déménagements dont la nature et la fréquence ont rendu pratiquement impossible pour ces derniers l'expression d'un sentiment d'appartenance à un milieu familial, scolaire ou social. Chez Isabelle, c'est dans le réseau des milieux d'accueil, à travers les nombreux placements et déplacements auxquels elle a été contrainte dès l'adolescence, qu'elle a vécu un nomadisme forcé. Parce que son père était soldat dans diverses bases militaires, Julie a elle aussi été obligée d'être nomade sans trop savoir où cela la conduisait. Cependant, le cas le plus saisissant de nomadisme est celui de la famille de Jesse James. Au moment de notre rencontre, alors qu'il avait 19 ans, il pouvait énumérer pas moins de 16 lieux où il avait habité avec sa famille, soit avec son père, soit avec sa mère. Dans certains endroits, il s'agissait de 3 déménagements au cours de la même année. Jesse James dit qu'il en a fait la liste seulement pour se souvenir. Comme s'il s'agissait pour lui de points de repère nécessaires et vitaux, pour essayer de comprendre la condition de la terrible place où il avait essayé de survivre jusqu'à maintenant. Le père de Jesse James n'a jamais eu d'employeur. Il a toujours travaillé à son compte dans le bois, quand il n'était pas bénéficiaire de l'aide sociale. Sa mère travaille depuis qu'elle a quitté son mari. Ce père incestueux a toujours fait vivre sa famille de 5 enfants dans la pauvreté et dans la promiscuité sur les routes du Québec et du Canada dans des roulottes, des cabanes, dans de pauvres logements, situés dans des lieux isolés où il pouvait imposer sa propre loi et sa propre religion. C'est un père de la horde, dirait Pierre Legendre XVI, un père hors loi, comparable à celui du caporal Lortie. Celui qui voulait tuer son père, en tuant le gouvernement. Dans le cas du père de Jesse James, celui-ci entraînait sa famille dans des lieux où il n'y avait pas de lien ou d'entraide possible entre voisins, pas de participation possible à la vie dans une communauté d'appartenance, pas de relation humaine possible autre que celle des membres de la famille immédiate ou de la parentèle. Ce qui fait dire aujourd'hui à Jesse James qu'il vient de partout et d'ailleurs. Parce que sa famille était pauvre, Jesse James croyait qu'il fallait se battre et avoir suffisamment de haine pour se faire respecter. Il n'a jamais eu d'amis, il n'a jamais fait partie d'équipes sportives ou d'organisations culturelles. Les déplacements incessants de sa famille ont induit chez lui comme chez ses frères et sœurs un décrochage scolaire précoce. Il n'a pas terminé son cours secondaire un 17. Le changement d'école aussi fait que ça fuck ben raide parce que je passais souvent du français à l'anglais ou l'inverse 3 fois dans la même année. La période scolaire qu'il préfère est cependant celle où il a fréquenté l'école chez les Atikamekw, dans l'une de 3 réserves de ces communautés algonquiennes localisées à l'extrême nord de la région de Lanaudière. Avant de se retrouver dans la rue à Montréal à 15 ans, Cédric, lui, avait déménagé au moins 15 fois avec sa famille. Après la séparation de ses parents, alors qu'il avait 8 ans, son frère et lui vivaient soit avec leur père soit avec leur mère. Cédric a dû alors composer avec le contraste qu'il percevait entre la maison de son père et celle de sa mère. Comparativement à sa mère, son père faisait beaucoup d'argent et ses maisons étaient de plus en plus cossues. Quand on allait rester chez ma mère, on tombait pauvre et quand on était chez mon père, on était riche. Je faisais une année chez ma mère, une année chez mon père. Puis, à un moment donné, ma mère s'est tannée et je suis allée rester 5 ans athée chez mon père.
C'est le plus longtemps que j'ai resté dans une place. C'est là où il s'est fait des amis avec qui il a commencé à consommer de la drogue et fait du bénévolat dans un organisme communautaire 18. Ce n'est ni son milieu familial ni son milieu scolaire qui lui donne aujourd'hui un certain sentiment d'appartenance, c'est ce groupe d'amis auquel il est resté très attaché. Chez René, les fréquents déménagements de sa mère monoparentale ont provoqué un sentiment de déracinement lié à un sentiment d'abandon. Il ne sait pas pourquoi sa mère déménageait si souvent, mais il se rappelle avoir souvent été laissé à lui-même et avoir fréquemment changé d'école 2 ou 3 fois dans une même année. Quand il est parti dans la rue, il prenait la fuite comme sa mère avait pris la fuite d'une ville ou d'un logis à l'autre. Pacha, elle, n'a jamais eu d'ancrage dans les nombreux logements où elle a pérégriné avec sa mère monoparentale. Abusée sexuellement par son beau-père depuis l'âge de 8 ans, abandonnée par sa mère, Isabelle s'enfuit de la maison à 14 ans. À la suite de cette fugue, qui a duré une semaine, elle a été placée en famille d'accueil où elle a commencé son nomadisme dans le réseau institutionnel des milieux d'accueil pour adolescents. On sait que dans le meilleur des cas, l'école, le pensionnat, les maisons d'accueil ou de redressement peuvent s'avérer des milieux de développement complémentaires au foyer familial, mais ils ne le remplacent pas comme le disait Winnicott 19. Le souvenir le plus vif qu'Isabelle garde de ces milieux d'accueil, c'est d'avoir eu à affronter la stigmatisation de l'adolescente perçue comme délinquante. Dans ces conditions, impossible pour elle de se faire des amis. Elle changeait aussi souvent d'école qu'elle changeait de maison ou de foyer d'accueil. À 16 ans, on l'a contrainte à aller vivre en appartement supervisé. Elle ne se sentait pas prête. On ne lui avait pas appris à gérer les tâches de la vie quotidienne et domestique, comme disent les intervenants. J'étais trop jeune. Je n'étais pas capable de m'occuper de moi-même toute seule, de faire un budget, de gérer mon argent. C'était ridicule. On avait besoin de sa place dans le foyer de groupe où elle vivait, et on l'a abandonnée à son sort dans un appartement supervisé. C'est à la suite de ce déplacement forcé qu'elle a fait sa première tentative de suicide. Elle récidivera à 18 ans. Plus tard, c'est la rareté et l'insalubrité des logements à prix abordables qui l'ont obligée à plusieurs reprises à se réfugier dans une ressource d'hébergement. Sauf David et Provoque, qui sont 2 jeunes membres de gangs de rue, les 8 jeunes itinérants appartiennent tous à des familles monoparentales, recomposées ou disloquées. Chez Pacha, René et Sébastien, la mère est chef de famille monoparentale et il n'y a pas de véritable recomposition de la famille. Dans ces derniers cas, la monoparentalité est directement associée à une situation de pauvreté matérielle qui empêche la famille d'accéder à des biens essentiels à son développement. Parce que leur mère est seule et pauvre et parce qu'elle est dépassée par leurs problèmes de comportement, Pacha et Sébastien ont été sommés par leurs mères respectives de quitter le logis tandis que René a pris la fuite vers Québec. Tous les 3 se sont par la suite retrouvés dans la rue, dans l'itinérance. À l'exception de Julie, les jeunes itinérants sont des décrocheurs de l'école primaire ou de l'école secondaire. Les analyses sociologiques sur le décrochage scolaire dans la région de Lanaudière démontrent d'une part que la faible scolarité est généralement associée à des conditions de pauvreté, c'est-à-dire au chômage et à la précarité de l'emploi et des revenus, et d'autre part que le décrochage scolaire est le résultat d'un processus complexe entre l'adolescent et son milieu familial, scolaire et social. Chez les jeunes que nous avons rencontrés, le décrochage scolaire apparaît comme le point d'aboutissement de leur rupture avec un milieu d'appartenance, c'est-à-dire de leur impossibilité à se sentir partie prenante d'une famille, d'une école, d'une communauté. Les témoignages de Cédric, Pacha et Sébastien à propos de leur expérience scolaire révèlent que ceux-ci sont des enfants particulièrement intelligents qui se sont avérés être de mauvais élèves. Ils n'aimaient pas l'école, ils consommaient de la drogue à l'école et ils redoublaient. Les supports pédagogiques et psychologiques ne donnant aucun résultat, ils furent renvoyés de l'école. Cédric commente son renvoi de l'école à 14 ans en parlant de ses problèmes avec son père. « J'étais écœuré, j'avais des problèmes de famille. Mon père me menaçait toujours de me placer en centre d'accueil. Ce que son père fit, s'en remettant ainsi à l'autorité judiciaire. Après son épisode d'itinérance, Cédric est allé travailler dans la restauration, dans la maintenance et en usine. Aujourd'hui,
Il pense retourner faire des études en toxicomanie pour être avec le monde. Pacha, elle, se sentait incapable d'entendre les conseils de l'orienteur de l'école. J'étais pas prête à voir mon avenir tout de suite. Suite à son deuxième renvoi de l'école à 16 ans, sa mère lui a dit d'aller se trouver du travail. Elle n'a pu que décrocher un emploi précaire de monitrice. Aujourd'hui, elle aimerait bien devenir photographe, mais elle ne s'est pas encore renseignée sur les moyens à prendre pour y parvenir. C'est dans l'après-coup que Sébastien a saisi la portée de ses gestes et de son renvoi de l'école. Je faisais plein de conneries, j'étais immature, fait que je ne comprenais pas. Au moment de son renvoi, Sébastien était en conflit ouvert avec le conjoint de sa mère et son père ne s'était jamais préoccupé de son cheminement scolaire. Il a commencé à travailler à 16 ans dans la maintenance et la restauration. Il voudrait bien obtenir ses permis pour travailler dans la construction. Une intervenante dans une maison d'hébergement de jeunes m'expliquait que, règle générale, l'école réintègre l'élève à condition que ses parents l'accompagnent activement dans le processus de réinsertion. Ce que des parents de familles monoparentales ne peuvent pas faire lorsque la direction de l'école n'est pas disponible le soir, et que les parents ont peur de perdre leur emploi s'ils s'absentent de leur travail le jour. Jacob et René sont désormais psychiatrisés. Ils ont quitté l'école parce qu'ils avaient des problèmes d'apprentissage. Jacob n'a jamais aimé l'école, et ne veut pas y retourner. Tout petit, il croyait pouvoir s'y amuser. Les problèmes de Jacob sont apparus au moment de la séparation de ses parents, alors qu'il avait 14 ans. Il dit que ses fréquents changements d'école l'empêchaient de s'adapter au nouveau programme. Aller voir le travailleur social de l'école était pour lui une belle occasion de manquer des cours, mais surtout de parler avec quelqu'un. Il résistait à toutes les formes de support pédagogique et psychologique qu'on voulait lui prodiguer. Je percevais pas qu'il m'aidait. Quand il a décroché, son père a voulu l'aider à poursuivre son secondaire au cours aux adultes, mais Jacob a abandonné et a essayé sans succès de se placer sur le marché du travail. Aujourd'hui, il veut seulement travailler dans la mesure de ses capacités. René, lui, a toujours eu le goût d'étudier. Mais dès l'âge de 14 ans, il a dû travailler pendant ses études parce que sa mère était pauvre. Il avait décroché à 2 reprises, lorsqu'il a abandonné définitivement l'école à 16 ans. Au moment de son décrochage, il traversait une période particulièrement difficile dans sa famille. Sa sœur avait fait une tentative de suicide et sa mère avait un conjoint qui se droguait et qui le méprisait. Maintenant, il voudrait pouvoir continuer à étudier et apprendre des choses sur la poésie, la peinture, l'histoire. Isabelle sait aujourd'hui qu'elle a aussi été élevée par les intervenants de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Avant d'être placée en milieu d'accueil, elle aimait l'école et réussissait relativement bien, même sous la contrainte de sa mère. Abandonnée par sa mère dans le réseau des milieux d'accueil, elle a décroché à 18 ans en secondaire 3, parce qu'elle n'en pouvait plus d'être obligée de reprendre les mêmes cours et de s'adapter aux incessants changements d'école. Elle a travaillé comme pompiste, caissière et suit maintenant une formation pour devenir intervenante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.